entretien exclusif avec Jean-de-Dieu Moukani Iwangou, le président de l'Union du peuple gabonais. C'est une série de rencontres que nous avons initiées pour évidemment donner l'opportunité à tous les leaders politiques du Gabon de pouvoir s'exprimer sur des questions de l'actualité qui est suffisamment brûlante puisqu'on parle évidemment aujourd'hui de la situation liée autour du dialogue national inclusif que tous les partis politiques et même de la société civile en appelaient de vive voix d'ailleurs il y a plusieurs années et à quelques mois de l'élection présidentielle de 2016, moins d'un an bien sûr, un dialogue entre le chef de l'exécutif souhaite être organisé évidemment dans le cadre du Conseil national de la démocratie. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu présent à notre invitation, ou du moins d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. On le sait, depuis le 4 décembre dernier, votre parti, c'est-à-dire l'Union du peuple gabonais, l'Union nationale, le Parti social-démocrate, l'Alliance démocratique et républicaine, le Rassemblement national des bûcherons, on se souvient que tous ces partis politiques étaient d'ailleurs hostiles au dialogue national inclusif au sein du Conseil national de la démocratie. Vous et vos collègues avez finalement accepté cette option, évidemment sous la supervision de la communauté internationale. On note bien que c'est une avancée, mais pourquoi abandonner par exemple l'idée d'une conférence nationale souveraine qui était évoquée il y a quelques mois où, selon vous, il n'y a pas de différence de terminologie? Écoutez, votre initiative de ce jour met du relief à un droit. L'accès équitable de tous les acteurs politiques dans les médias de service public. Un droit qui est malheureusement violé, en tout cas qui n'est pas appliqué dans ces médias-là. Donc au moment où vous nous approchez pour vous enquérir de la situation du dialogue inclusif, je l'apprécie. J'apprécie cette initiative à sa juste valeur parce qu'elle nous offre l'occasion de pouvoir effectivement prendre langue avec l'opinion sur des questions d'actualité. S'agissant de la question proprement dite, l'Union du peuple gabonais est membre du Front de l'opposition pour l'alternance, dont la position sur cette question-là est claire, et elle est clairement formulée dans l'agenda 4, qui précise sur le détail les conditions à la faveur desquelles les partis membres de ce regroupement-là entendent prendre part à ce dialogue inclusif. Pour le rappeler clairement, nous estimons effectivement que le chef de l'État étant parti au débat, il ne peut pas en être juge, d'une part. Par ailleurs, le CND, n'ayant qu'une mission consultative, ne peut pas être l'arbitre. Il se trouve que dans l'opinion, des avis s'expriment pour insister sur le fait que le CND, qui est une institution constitutionnelle, ou du moins une institution établie, puisse accueillir ce dialogue-là. Dans ces conditions, et c'est l'objet de la déclaration à laquelle vous faites allusion, nous nous sommes retrouvés au sein des partis politiques pour rappeler une fois de plus que le dialogue inclusif est une innovation, mais qui est nécessaire. Par conséquent, il faut lui définir un cadre juridique pour pouvoir se tenir, mais aussi par extraordinaire, le CND, autrement dit le Conseil national de la démocratie, était le cadre qui doit pouvoir l'accueillir, alors il faut en changer à la fois les missions et le caractère de décision qui doivent résulter de son activité. Pour notre part, nous estimons que le CND ne peut accueillir ce dialogue qu'à la condition que ces résolutions aient porté d'espoir. Voilà. Vous n'avez pas l'impression justement que le temps est suffisamment étriqué pour poser de nouvelles exigences aujourd'hui? Il n'y a pas de temps pour bien faire. C'est une chose. La deuxième chose est que le Front n'a jamais parlé de la conférence nationale souveraine. Le Front parle de dialogue inclusif et à ce titre-là, il a formulé ces conditions pour y prendre part. Il faut qu'il y ait une autorité indépendante qui puisse accompagner ce cadre de discussion-là, et le CND, de notre point de vue,
ne peut pas être au cadre-là, sauf à revisiter effectivement ces missions. Voilà, revisiter l'émission revient à dire effectivement qu'il faut apporter sans doute des améliorations, il faut compléter ce qui, évidemment, vous ne retrouvez pas là-dedans, notamment le caractère représentatif de l'organe en tant que tel. C'est de cela dont il est question? Par ailleurs, oui, effectivement, en l'état de cette mission, le CND est le réceptacle de l'ajout des partis politiques. Or, la crise que traverse notre pays interpelle et implique la société civile, qui est une composante importante de notre cité, et de ce point de vue-là donc, le Conseil national de la démocratie, une fois de plus, doit être revisité. Voilà. Le dialogue, le Conseil national de la démocratie qui doit être revisité, et revisité suppose effectivement apporter des améliorations au sein d'une institution qui doit avoir des vocations beaucoup plus importantes et donc des missions beaucoup plus élargies. On parle justement de ce dialogue inclusif. Monsieur le Président, et sans tabou, on l'a assez souvent entendu, et qu'entendez-vous par là? Parce que, évidemment, les Gabonais ont besoin de comprendre pourquoi le terme tabou. Le front pose le débat politique. Et ce débat politique est très largement impacté par la réalité de l'élection présidentielle de 2020, au cours de laquelle la révélation a été faite que le chef de l'exécutif a présenté un dossier au sein duquel une pièce est remise en cause dans son authenticité. Son acte de naissance, toute chose qui met en question, qui met en débat sa situation administrative. Nous estimons que nous ne devons pas du tout porter des œillères pour débattre de cette question. C'est une préoccupation majeure qui pose le problème du fichier d'état civil gabonais, puisque le premier citoyen lui-même est en difficulté avec sa propre loi. Il n'y a pas de tabou en débattre, c'est un citoyen, comme vous et moi, comme tous les autres, et à ce titre-là, il n'est pas au-dessus de la loi, il n'est pas en dessous de la loi, il doit absolument répondre dans la loi. Voilà, et si c'était une exigence de sa part, de sorte que vous oubliez effectivement d'évoquer des questions liées à son état civil, parce qu'on le sait, c'est une sagesse populaire qui l'enseigne, qu'on ne scie jamais la branche sur laquelle on est assis. Autrement dit, êtes-vous sûr, vous, leader de l'opposition gabonaise, en l'état actuel de la situation, que le chef de l'exécutif accède finalement à ces exigences? La règle reste la même. Dans une république, tous les citoyens sont tenus au respect de la loi, selon qu'elle protège ou qu'elle condamne, et le premier d'entre eux doit absolument être tenu par une obligation d'exemplarité. C'est cela dont il est question, et c'est cela la République. Donc il faut absolument qu'il puisse donner gage de ce que nous sommes en République, et que lui-même doit pouvoir faire absolument œuvre d'exemplarité. Voilà, faire œuvre d'exemplarité. Vous êtes sincère lorsque vous dites que lorsqu'on est dans une république, au Gabon, là, c'est souvent entendu, des choses se font, alors même qu'on ne respecte pas les normes édictées dans une république. Je suis un militant fervent de la République. Et c'est parce que je crois en la République que j'estime qu'il n'y a personne au-dessus de la loi. Sauf, effectivement, à nous assurer la preuve que, hélas, nous sommes un État hors la loi. Nous allons sans doute le comprendre un peu plus loin. Mais comment, dans ce cas précis, les décisions, par exemple, au cas où vous viendriez à faire partie de ceux qui seront au cœur de ce dialogue national inclusif, comment, à votre avis, les décisions peuvent-elles être exécutoires? Quel est le schéma qui est le vôtre aujourd'hui? C'est une invitation à la relecture de l'agenda 4. C'est un document qui a été conçu par les signataires de la charte du Front et qui ont précisé le séquençage. Pour parler du dialogue inclusif, il faut à titre préjudiciel, premièrement, déterminer l'autorité qui doit pouvoir conduire et accompagner ce dialogue inclusif. Parce que cette autorité doit absolument garantir à la fois l'impartialité à défaut de neutralité. Nous pensons que l'ONU, d'une part, dont nous sommes signataires,
l'Union européenne dont nous sommes partenaires, l'Union africaine dont nous sommes membres, l'OIF dont nous avons le langage en partage, et les États-Unis d'Amérique, un pays ami, constituent une composante, j'allais dire une troïka si nous n'étions pas à 5 composantes, constitue là une autorité suffisamment représentative à la fois de la communauté internationale et du partenariat que le Gabon tient avec le monde entier. Justement, Monsieur le Président, sans vous couper, c'est bien l'Organisation des Nations Unies, à moins qu'on ne se trompe, c'est également l'Union européenne, c'est également les représentants de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie. Absolument. Qui exigent, ou du moins qui vous ont quelque peu convaincu, disons-le comme ça, à accéder évidemment à leur requête qui consistait effectivement à ce que ce dialogue national inclusif se tienne dans le cadre du CND. Les Gabonais veulent comprendre. Vous faites bien, cher Serrano, d'insister. La séquence historique fixe pour marqueur le 20 décembre 2014. Le Front invite les Gabonais à une réunion publique pour, bien sûr, parce que nous sommes en politique, donner leur part de vérité sur un certain nombre de faits qui courent l'actualité. Dans cet esprit, nous saisissons l'autorité compétente qui ne trouve pas à redire, étant entendu que, s'agissant des réunions publiques, elles sont soumises au régime de la déclaration préalable et non de l'autorisation préalable. Nous n'avons donc pas, à ce titre-là, à solliciter l'autorisation de tenir une réunion publique. Nous déclarons auprès de l'autorité publique de ce que nous allons tenir une réunion publique, et la loi impartit à cette autorité-là le droit d'interdire la manifestation, et dans le silence, cette manifestation est tout à fait appropriée. Donc, la réunion publique du 20 décembre a été déclarée dans les formes de la loi. Hélas, nous constatons que la force publique frappe et malheureusement tue. Face au risque d'escalade, l'ONU, par sa représentation régionale, donc l'UNOCA, appelle au dialogue, lance un appel au dialogue. Le Front réagit positivement pour dire « Nous sommes prêts à aller à un dialogue à la condition qu'il soit inclusif, autrement dit qu'il implique toutes les composantes de la société, et qu'il n'ait pas de tabou. Autrement dit, absolument tout doit se dire, tout doit se régler, et lorsqu'on parle de tout, il y a la situation administrative du chef d'État, c'est la deuxième question préjudicielle. Donc, à titre préjudiciel, nous sommes prêts à aller en dialogue franc, constructif. Et de ce point de vue, nous voulons le faire sous l'accompagnement de la communauté internationale. C'est la première question préjudicielle. Ensuite, il faut que la situation du chef d'État soit débattue parce qu'elle est malheureusement sujette à controverse. Elle alimente le véritable clair-obscur au point que 6 ans après son élection, sa situation administrative continue d'alimenter la crise. Ce sont les questions préjudicielles. Après celle-là, nous posons des questions préalables, au nombre desquelles, notamment, et je suis heureux d'être en face de vous, la réhabilitation de TV+, de sorte par ailleurs à garantir l'accès de tous les acteurs politiques aux médias de service public. Pour terminer sur les questions préalables, l'éclairage et la lumière à faire sur le cas de Ngouroumbeka est une exigence aussi, de vérité. C'est donc à la faveur du règlement de questions préjudicielles d'une part et préalables d'autre part qu'on peut aller au dialogue inclusif, dialogue pour lequel nous avons un certain nombre d'exigences. À supposer, par exemple, qu'effectivement toutes les conditions soient réunies dans le cadre de ce dialogue et que les décisions soient justement exécutoires face à l'actuel pouvoir. Vous pensez comme d'autres qu'il faudra, par exemple, une période de transition pour tout mettre à plat, ce qui, bien sûr, entraînerait indubitablement le report de l'élection présidentielle de 2016, qu'il faut naturellement organiser dans les formes de transparence requises et dans le strict respect des délais constitutionnels. Êtes-vous sûr que cela se passe dans ces conditions? Il tombe sous le sens que la crise actuelle, qui est une crise profonde, qui est une crise systémique, cette crise-là donc, disais-je,
pose le problème de la redéfinition du nouveau modèle gabonais. Cela dit, il faut donc absolument ouvrir le dialogue, il faut absolument ouvrir la discussion pour que nous puissions ensemble, de manière constructive, redéfinir ce modèle-là. Et dans ces conditions, pour être décisif, il faut que ce dialogue, ou du moins que le cadre dans lequel nous allons avoir à discuter, puisse être souverain, pour que les règles convenues par tous puissent s'appliquer immédiatement. S'agissant de l'impact dans le temps, mais c'est le dialogue lui-même qui déterminera la viabilité du système actuel. Pensons-nous que, par exemple, pour garantir la transparence des élections et la mise en place de la biométrie intégrale sur tout l'étendue du territoire, pensons-nous dans ce cadre-là qu'il faut un peu de temps, une petite marche, ce sera au délégué de pouvoir y décider. Mais on ne peut pas, d'entrée, arrêter qu'il faudra du temps, 1 an, 2 ans supplémentaires, pour pouvoir mettre en forme les délibérations de ce dialogue-là. Je regrette effectivement sur cette question les commentaires qui sont en train d'être développés, qui arrêtent que ceux qui ont été à la déclaration envisageraient d'accorder presque un quinquennat à M. Ali Bongo Ondimba. Non, je crois que c'est la pure spéculation. La réalité est ailleurs. La réalité est ailleurs. Et pour cette raison, nous allons évoquer les questions de réforme au niveau de la justice gabonaise. Et c'est un débat qui agite vigoureusement l'opinion aujourd'hui et ces derniers temps, notamment les ordonnances 15, 16 et 17 prises le 11 août dernier, on se souvient, portant réorganisation du fonctionnement de la justice au niveau du Gabon sur le code pénal et sur le code de procédure pénale, la saisie par le barreau du Gabon de la Cour constitutionnelle et qui a annulé, semble-t-il, l'ordonnance 15/PR 2015 portant organisation et le fonctionnement de la justice. Alors, vous avez dit ne pas savoir s'il faut pleurer ou rire. Là, je vous reprends de la décision de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce à dire? Nous allons découvrir. L'ordonnance numéro 15 du 11 août 2015 a pour ambition de réformer l'organisation de la justice. C'est une ambition noble au demeurant. Mais après tout s'arrête là, parce que lorsqu'on va plus avant, l'ordonnance en son article 35 indique sa nature en disant qu'il s'agit d'une loi organique. Ce qui, au demeurant, est tout à fait conforme à la loi. Sauf que les lois organiques, et donc les ordonnances aussi, doivent toujours, 15 jours avant leur promulgation, avant leur publication, doivent toujours être soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle. Ce qui n'a pas été fait. Dans le cas d'espèce, l'ordonnance 15 a été publiée sans avoir été déférée au contrôle de la Cour constitutionnelle. Le ministre de la Justice s'en défend. En disant, on va y arriver. Très bien. Alors, toute loi qui organise le fonctionnement de la justice a forcément un caractère organique, et cela, c'est l'article 73b de la Constitution qui l'indique. Et donc, la réaction de la Cour constitutionnelle ne vous inspire pas une quelconque sincérité de la part de l'institution? C'est justement, alors, et c'est tout le débat. Le barreau, à l'application de la loi, constate que celle-ci, ou du moins que dans la pratique, celle-ci fait l'objet de violation. Alors le barreau s'insurge contre son caractère non conforme à la Constitution. Il décide de saisir la Cour constitutionnelle. Sauf que dans le cas d'espèce, il disposait d'un délai de 1 mois après sa publication. Mais le barreau a réagi 2 mois après la publication. Donc il a saisi la Cour hors délai. En droit de la procédure, tout juge, donc toute juridiction, avant d'avoir à examiner les faits qui lui sont soumis, vérifie d'abord la régularité de sa saisie. Si cette saisie est régulière,
alors le juge vérifie sa compétence. Est-ce que les faits qui lui sont soumis rentrent dans les missions qui sont les siennes? Si cette deuxième étape de vérification est bonne, ensuite la juridiction examine les faits. Donc, 3 démarches. Est-ce que je suis saisi dans les temps? Si la réponse est oui, est-ce que les faits qui nous sont soumis rentrent dans ma mission? Si tel est le cas, alors j'examine. Sur le premier palier de vérification, de contrôle, c'est-à-dire la régularité de sa saisine, la Cour a été saisie hors délai. À partir de ce moment-là, elle rejette, elle n'examine pas les faits. Et c'est tout l'objet de l'intrigue, parce que la Cour dit, quoi qu'ayant été saisie hors délai, la violation flagrante de cette loi dans ses modalités de publication sont tellement contraires à la Constitution que je me permets de pouvoir évoquer d'office. Il faut revenir au principe. Le contrôle de la conformité des lois par rapport à la Constitution emprunte, par le juge, emprunte 2 voies. La première est celle du contrôle par voie d'action, qui est celle du cas d'espèce, c'est-à-dire, c'est un contrôle qui s'applique dans la procédure de publication de la loi. Visiblement, saisie hors délai, la Cour est dans l'impossibilité dirimante de pouvoir examiner la conformité de cette loi-là. Et dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le barreau aurait dû attendre qu'un justiciable, dans l'application notamment des lois qui créent les nouvelles juridictions, le barreau aurait dû attendre qu'un justiciable soulève devant le juge l'exception d'inconstitutionnalité, et c'est le deuxième contrôle par voie d'exception, de sorte que le juge compétent aurait sursis à statuer et renvoyer les parties devant le juge naturel, qui est le juge constitutionnel, qui à ce moment-là aurait, par l'autre main, repris ce qu'il a perdu de la main de contrôle par voie d'action. C'est pour cette raison que je vous dis, je me suis intéressé à savoir si... Vous devez en rire ou pleurer. Voilà. Oui, la réponse évidente était que ces ordonnances ont été publiées dans des dispositions totalement contraires à la Constitution, mais la procédure utilisée ne permettait pas à la Cour de sanctionner. Voilà. Il y a également l'ordonnance 16 et 17, un peu plus d'éclairage pour l'opinion. Alors, l'ordonnance 15 et 16 entretiennent un lien objectif. La 15 crée de nouvelles juridictions et la 16 distribue à ces juridictions leur mission. Là également, c'est une hérésie juridique. Pourquoi? Parce que le Code de procédure pénale est un document, c'est un ensemble de règles qui organise le déroulement du procès pénal. Le procès pénal commence avec l'enquête préliminaire, la police, se poursuit avec l'instruction de l'affaire, les investigations judiciaires, la phase d'instruction, par le jugement de l'affaire devant la juridiction de jugement du tribunal, et y compris les voies de recours. Voici la vocation du Code de procédure pénale, c'est organiser le procès pénal. Mais la distribution des missions aux juridictions relève de la loi qui organise la justice, la 15 justement. Voilà le gouvernement qui s'est précipité à créer de nouvelles juridictions, c'est pas mal, mais il aurait dû, dans ce cadre-là même, redistribuer des missions à assigner à cette nouvelle juridiction qu'il a créée. Non, il va dans la loi de procédure qui organise le procès pour aller distribuer les missions. C'est une hérésie. Une hérésie, surtout. Donc, par voie de conséquence, la loi 16 tombera simplement par affinité objective avec la loi 15, l'ordonnance 15. Vous parlez d'hérésie, vous insistez sur ce terme. On comprend évidemment le poids de ce terme. Surtout, n'allez pas en rire. La question qui va suivre, on l'a suivi sur un plateau de télévision de la place, le premier responsable du département de la justice qui déclarait que ces réformes de la justice arrivaient en retard à cause de nombreux déménagements du Conseil d'État qui avait la mission d'examiner les lois organiques avant promulgation.
Il précisera également que ces ordonnances ont été par ailleurs envoyées aux 2 chambres du Parlement conformément à la Constitution. Ces explications vous semblent-elles crédibles au point d'accorder un peu de sérieux à Séraphin Mundonga? Une fois de plus, je préfère en rire plutôt qu'en pleurer. D'abord, par rapport au caractère organique de l'ordonnance 15, le ministre dit que c'est une erreur matérielle. Autrement dit, l'ordonnance 15 n'a pas vocation d'une loi ordinaire. N'a pas vocation de loi ordinaire. Il suffit simplement de relire l'article 73b de la Constitution qui enseigne que toute loi qui organise le fonctionnement des juridictions est une loi organique, a un caractère organique. Et les observations du ministre ne vont pas sans me rappeler M. Jourdain. Pour ceux qui connaissent les belles lettres, c'est monsieur qui faisait de la prose sans en avoir conscience qu'il la faisait. Le ministre ne peut pas, le gouvernement ne peut pas organiser le fonctionnement des juridictions et ne pas faire dans une loi organique. Ça prête à sourire. Revenons sur les explications du gouvernement s'agissant des autres aspects que vous avez rappelés, notamment le déménagement, les nombreux déménagements du Conseil d'État, qui a sans doute perdu quelques dossiers au passage. Voilà. Peut-on en République exciper du fait qu'une institution aussi établie que le Conseil d'État puisse être prise dans des problèmes d'intendance, de déménagement? Mais l'État est visiblement en lambeaux, ça part dans tous les sens. Peut-être faudrait-il que nous puissions prêter notre main forte à l'État, parce que visiblement il a du mal à tenir. C'est toute la dimension de la crise de ce système. Mais ce système est en crise. Voyez-vous, demain on dira que le chef d'État a oublié un dossier de la nation, quelque part. Sans doute tomber dans les poubelles. Certainement. Certainement. Non mais, très franchement, il est préférable d'en rire. Mais on doit plutôt en pleurer. Curieux tout de même, alors qu'on sait que les nouvelles juridictions qui ont été créées n'ont pas tardé à régler leurs problèmes d'intendance. Mais d'abord parce que les ordonnances sont d'application immédiate, et c'est là tout l'intérêt du débat, puisqu'elles sont entrées automatiquement en application, ces ordonnances-là, dans leur mise en œuvre, n'ont pas manqué de faire des détenus, des condamnés. Est-ce que vous imaginez qu'à ce jour, du fait de la mise en application immédiate de ces ordonnances, des Gabonais ont pu souffrir dans leur chair parce que les décisions de condamnation ont été prises, parce que les détentions préventives ont été prises, et leur liberté par conséquent limitée? Qui réparera cela? Cet État qui se cherche dans les bâtiments? Cette allusion à quel compatriote? M. Madera me semble avoir été arrêté en vertu d'une décision du juge de cette juridiction-là, spéciale, qui n'existe pas en droit. Que fait-il, M. Madera? Je n'en défends pas les actes, demeurant ils sont sous le sceau de l'instruction, mais voilà ce pays qui, tout naturellement, peut, au détour d'une lubie, faire arrêter des citoyens, créer des institutions factices, totalement factices, visiblement pour régler des comptes. Il faut vraiment prendre la mesure de la détresse sociale et nationale pour comprendre que le dialogue inclusif est une nécessité impérieuse, voilà, presque existentielle. Les Gabonais vous entendent, mais on va poursuivre ce débat qui semble quelque peu long encore. Nous avons encore 2 dernières parties. On évoque le très polémique article 425 du Code pénal. Venons-en au chef du département de la justice qui explique que cet article concerne la réprobation de la contestation d'une filiation, et lorsque cette contestation est faite de mauvaise foi, mais qu'au contraire, l'article ne dit pas qu'il est interdit de contester la filiation de quelqu'un. Selon lui, je poursuis, pour contester la filiation de quelqu'un, il faut avoir un intérêt, il faut avoir le droit de le faire, il faut également avoir la qualité. Cet article, de son avis, n'invente rien puisque la législation gabonaise le précise dans les articles 396 et 413 du Code civil gabonais. Monsieur le Président, on y voit en filigrane des arguments pour contrer ce qu'il a
considéré comme un faux débat suscité il y a quelques années par l'enquêteur Pierre Péan, journaliste, enseignant de droit et magistrat que vous êtes. Les Gabonais vous regardent. Séraphin Mundunga convainc-il avec de tels arguments aujourd'hui? Permettez Cyrano, avant que nous puissions aborder cet aspect-là, que l'on vide votre question préalable, notamment la nécessité que justifierait la création d'un tribunal spécial dédié à la sanction de la délinquance économique et financière. Son activité, son urgence serait, selon le gouvernement, justifiée par le développement du phénomène de la délinquance. Il faut prendre financière. À ce niveau de débat, il faut prendre acte de l'aveu du gouvernement dans la mauvaise gestion des comptables publics, des dépositaires des deniers publics. Il faut en prendre acte. Après cela, il faut dire que l'étendue du phénomène ne requiert pas la création de nouvelles juridictions, parce que le Gabon, notre pays, dispose d'un arsenal institutionnel suffisant pour pouvoir apporter une réponse cohérente à ce phénomène. Doit-on citer que nous avons la Cour des comptes? Doit-on rappeler que nous avons la Cour criminelle spéciale? Est-il nécessaire de rappeler que nous avons la commission qui est dédiée, bien sûr, aux questions de corruption et d'enrichissement illicite? Est-il nécessaire d'ajouter qu'il y a ici une agence chargée des investigations financières? Il y a là, me semble-t-il, un arsenal nécessaire et à la fois suffisant pour répondre au phénomène de la délinquance, de sorte que le tribunal spécial ne puisse pas justifier sa pertinence. Cette chose dite, venons-en effectivement à l'article 425 du Code pénal qui institue une interdiction à contester une filiation lorsqu'on n'est pas le père d'un fils. Le gouvernement, bien sûr, ajoute un certain nombre d'arguments pour pouvoir justifier cette disposition-là. En lisant il faut remonter à l'article 6 en fait du projet, qui rappelle un principe de droit, notamment que les lois ne valent que pour l'avenir, et en alinéa 3 de cet article 6, on établit une exception en disant que la loi peut rétroagir. On ne peut pas en même temps affirmer un principe et le combattre dans le même article. S'agissant du régime de cet article 6, il est clair. L'intérêt à agir est circonscrit par la loi au seul père. Alors, à partir de là, déjà, il faut apprécier l'appel d'air. Vous et moi pouvons aujourd'hui décider que nous sommes les fils de M. Untel, décédé. Et puisque M. Untel, décédé, n'aura pas eu de son vivant le temps de pouvoir contester notre filiation à son égard, ses propres enfants ne pourront pas admirer l'insécurité des familles, admirer l'insécurité de la veuve et de l'orphelin, comme étant pourtant protégés. Cela dit, l'article 425 est là également une hérésie extraordinaire. Comment peut-on? Alors, le principe dit que le ton fait la chanson. L'article 425 est libellé ainsi: quiconque, sans droit ni titre, a contesté, autrement dit, en étant l'espace de sanction, y compris à ceux qui ont contesté dans le temps la filiation paternelle de certaines personnalités. Ces personnes-là tombent sous la sanction de la loi, alors que le principe veut clairement que la loi ne sanctionne et ne vale que pour l'avenir. C'est clair que cette disposition n'est pas opportune, parce qu'elle fait à la fois dans la contrariété et dans le conflit. Quiconque conteste un droit à un citoyen saisit les juridictions en conséquence, les saisit de manière tout à fait irrégulière, est exposé à ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse. C'est une infraction qui existe dans le Code pénal, qui sanctionne quiconque remet en cause un droit, quiconque
expose devant les autorités compétentes un autre citoyen. Mais le régime de l'article 425 est bien contenu là-dedans. Était-il nécessaire de créer une autre infraction, de la sanctionner plus lourdement que la diversité religieuse? Voyez-vous, ce sont des adoucis qui ne peuvent pas tenir face à une évidence. La loi 425 introduit une insécurité sociale, introduit une insécurité juridique et judiciaire, et cet article ne peut pas survivre. Ça veut dire que vous pouvez aujourd'hui réclamer l'héritage de Feu Omar Bongo Ondimba? Par exemple, si l'inspiration me dit, tiens, merci de me suggérer, il y a beaucoup de choses à prendre là-bas. Ah ouais. Je pourrais tout mon compte. Je t'y invite aussi. Pas si sûr. J'ai mon héritage. Alors, Monsieur le Président, nous allons poursuivre cet entretien. On le sait, cela fait presque un an et plus aujourd'hui. On se souvient que c'était le 19 novembre dernier, soit un an déjà, avec cette affaire liée à la saisine de la Haute Cour de justice. Et vous y avez introduit une requête de destitution de l'actuel chef de l'exécutif pour haute trahison, disiez-vous, et violation de serment. Quelles étaient en réalité vos motivations par rapport à cette saisine, tout de même exceptionnelle, notons-le? Ces motivations sont-elles toujours les mêmes aujourd'hui? Pour documenter son dossier de candidature à la présidence de la République, M. Ali Bongo Ondimba a inséré un document dont l'authenticité est sujette à caution. Il s'agit de son acte de naissance. M. Ali Bongo Ondimba est né à Brazzaville le 9 février 1959. À ce titre-là, donc, il est forcément détenteur d'une pièce d'état civil établie par l'autorité compétente de cette époque-là, autrement dit, les autorités congolaises. Ce qui ne semble pas être le cas de manière effective. La loi gabonaise offre un tempérament et autorise quiconque de ces nationaux serait né à l'extérieur, l'autorise à avoir un acte de naissance établi au Gabon. Dans ces conditions-là, il revient à ce compatriote d'abord d'obtenir l'autorisation devant le juge compétent et d'aller réaliser la transcription à la mairie du 1er arrondissement de la ville de Libreville. On note que dans son dossier de candidature, M. Ali Bongo Ondimba a produit un acte de naissance qui signale qu'il a été signé par le maire du 3e arrondissement de la ville de Libreville. De l'époque. En cette seule forme, cet acte de naissance est faux. C'est un faux en écriture publique. Dans ces conditions-là, puisque tous les citoyens sont soumis à la loi, il doit en répondre. Sa qualité, à la fois de l'époque en tant que ministre de la Défense et aujourd'hui en tant que chef d'État, sa qualité détermine une juridiction particulière. La loi qualifie la Haute Cour de justice pour pouvoir connaître des infractions pénales commises par le chef de l'État, le vice-président de la République, les membres du gouvernement, les membres des corps constitués et les juges de la Cour constitutionnelle. Toutes les infractions pénales que viendraient à commettre ces personnalités-là doivent être déférées devant la Haute Cour de justice. C'est pour cette raison que je l'ai saisie, et cette Haute Cour de justice doit donc juger. Pour juger, elle doit tout naturellement convoquer les juges qui la composent. Ça n'a pas été fait jusque-là. Ça n'a pas été fait jusque-là. Nous sommes dans cette phase-là parce qu'à ce jour, il y a 3 autorités de domination. Le Sénat, qui a déjà désigné ses 3 sénateurs. Nous sommes en discussion avec l'Assemblée nationale, qui doit désigner ses 3 députés. Et il restera les 7 membres, les 7 juges, magistrats professionnels, que doit désigner le chef de l'exécutif en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous irons jusqu'au bout parce que nous sommes des fervents militants de la République. Et vous faites confiance à cette requête?
Absolument, c'est une requête parfaitement bien fondée et j'attends que le juge puisse me convoquer et avec moi M. Ali Bongo en face pour que nous puissions en débattre. Alors, ce qui suppose clairement que vous croyez en l'aboutissement de cette procédure tout de même exceptionnelle, rappelons-le, et c'est bien lui, comme vous venez de le préciser, qui doit évidemment nommer quelques membres de cette haute cour de justice, mais il semble aujourd'hui finalement que on a l'impression que vous vous battez avec des moulins à vent, plus vous dites des choses et plus le vent tourne et que finalement il n'y a pas de prise en compte sérieuse de ces différents points que vous énumérez qui sont tout de même importants, rappelons-le, dans une république en laquelle vous croyez également. Absolument. Le droit ne s'épuise que si on ne l'utilise pas. Donc, vous voyez que j'ai une foi inébranlable dans la loi. Mais la loi doit se faire. Donc, il appartient aux autorités compétentes de montrer à la face du monde que le Gabon est une exception, c'est une terre de non-droit, c'est un pays hors la loi. Donc, nous y sommes. Voilà. Est-ce que ce n'est pas suffisamment clair depuis là? Non, pas du tout. Et vous savez, la loi, c'est un peu comme les plaques tectoniques. Elles bougent difficilement, mais elles bougent quand même, et souvent quand elles bougent, elles ont des effets inattendus. Voilà, des effets inattendus allant jusqu'aux catastrophes naturelles. Monsieur le Président, nous allons terminer cet entretien. Il m'est donné cet agréable devoir de vous parler, évidemment, de vos compatriotes de l'opposition et des rapports que vous entretenez avec eux. Vous avez une minute pour parler des rapports que vous avez avec chacun d'eux à l'évocation de son nom. Commençons par Jean et Ilendon. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Il est membre signataire de la charte du Front, donc à ce titre-là, c'est un collègue. René Demezobian? Pareil. Finalement, Philibert Anzembe aussi? Tout à fait. C'était mon vice-président, donc un collaborateur que j'ai apprécié. D'accord. Nous allons poursuivre. Il y a également Pierre Claver Magana Moussaou. Il est membre de l'UFA, c'est un partenaire, et c'est par ailleurs le maire de la ville de Mouila dont je suis originaire. Très bien. Paul Mbabessol. C'est un aîné, c'est un grand. Je n'ai pas eu le privilège de travailler avec lui, mais j'aime bien. C'est un acteur de la vie politique. Pourtant, il dit du bien de vous. Je suis flatté. Il y a Jacques Adiaïno. C'est un aîné que j'apprécie profondément. Par son franc-parler, je crois que c'est un acteur important qui a encore beaucoup à donner à la démocratie du Gabon. Jean Ping. Signataire de la charte du Front, il est déjà candidat à la candidature. Je lui souhaite bon vent. Dijob Dibundi Diding, président de l'ADER. Tout à fait, signataire de la charte. C'est un aîné et presque un modèle pour moi. Luc Bongonsi, celui par qui le malheur est arrivé, semble-t-il. Tout à fait. Voilà quelqu'un pour qui, devant qui je m'incline, bien bas. Parce qu'il doit beaucoup donner à la République. C'est un lutteur et j'espère qu'il verra l'avènement de la nouvelle République en laquelle il croit beaucoup. Profond respect alors? Profond respect, il a payé du prix de sa liberté l'avènement de la démocratie. Dès 1921, avec le bon réveil. Zachary Miboto. C'est un doyen. Doyen. Auprès de qui on apprend beaucoup. D'accord. Paulette Missambo. Je crois que c'est le modèle chez les dames. Un modèle d'engagement, un modèle qui montre bien que nous avons au Gabon un personnel féminin de bonne facture et que l'approche genre n'est pas un mot. Casimiro Yemba. C'est une bibliothèque auprès de qui on demande qu'à apprendre. Voilà, et on va terminer avec Jean Toutoumgoua. C'est un aîné que j'aime bien, une personnalité sage, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Monsieur le Président, pour terminer définitivement cet entretien, nous vous accordons également 2 minutes, sinon 2 minutes 30, c'est un privilège, pour que vous vous adressiez non seulement à vos militants, mais à l'ensemble de vos compatriotes sur l'ensemble du territoire, sur cette actualité de l'heure
est-ce que vous avez, vous, à leur dire aujourd'hui? Bien, je commencerai par l'Union du peuple gabonais. J'appelle tous les militants à la mobilisation. Nous tenons la Convention nationale début janvier 2016. La Convention nationale est une tribune importante à l'occasion de laquelle nous allons fixer le cap s'agissant de notre parti. Donc j'appelle à la plus grande mobilisation parce que les échéances à venir nous interpellent. S'agissant du front, je voudrais appeler les collègues, l'ensemble des signataires à une remise en cause profonde parce que le front est le réceptacle d'une certaine confiance des Gabonais et nous n'avons pas le droit de décevoir. Nous sommes tenus par une obligation de résultat. À l'ensemble de l'opposition, je pense qu'aujourd'hui, mieux qu'hier, le moment est venu de nous rassembler, de nous mobiliser pour réaliser le changement. Au terme de 50 ans de parti unique, au terme de 50 ans du pouvoir personnel d'une famille, un cycle doit passer, un cycle est passé. Il appartient à nous de créer le nouvel environnement, il appartient à nous de créer le nouveau modèle gabonais, et c'est à cela que je voudrais inviter les uns et les autres. Voilà, Jean de Dieu Moukagny Iwangou, que nous avons eu aujourd'hui, président de l'Union du peuple gabonais. Merci de nous avoir suivis.